Karaoké. Très bien. Ça peut faire les gens. Alors, on va démarrer. Et moi, je me rapproche aussi. Hein. C'est bon? Dans le cadre. Parce que maintenant, c'est la mode, il y a beaucoup de gens en ligne qui ne veulent plus venir sur place. C'est parfait. C'est dur. Hein. C'est beau, je sais pas s'il y a pas de... Ah oui, c'est bien. Ah, c'est parfait. Bah ouais, Peut-être pour le son. Margot, il faut vraiment qu'on utilise les micros ou au niveau du son, ça va aller? Est-ce que le son est bien ouvert ici? Oui. Mais du coup, vous ne nous entendez pas bien? C'était il y a une minute. Non, mais parfait. Ah, Margot, il y a quelqu'un qui veut rejoindre. Ça suffit pas. ok. Donc, Le son est ok, c'est comme vous voulez. on peut travailler sans micro. Oui, je pense qu'on a une. C'est plus sympa quand même. Après, pour vous pouvez même vous approcher, hein. Ça serait hyper sympa. C'est distanciation sociale. On fait ça comme dans le salon. En fait, on est dans le salon de Sud-Ouest. Ah, pardon. Ouais. Le micro, c'est pour que les gens en ligne nous entendent et puis on se rapproche un peu plus. Ok. Je les éteins. Et il y a que celui-là qui fait la résistance. C'est les deux boutons. Deux boutons. Ouais, ouais. Après, ça clignote et ça. Ouais. Ok. On est parti. Donc, merci à toutes hein, d'être venues ce matin. Donc, c'est un événement, là, les We Days, qui sont organisés par la Ruche et par les premières de Nouvelle-Aquitaine. Et Incubateur et Théophraste, donc c'est joint à cette initiative ce matin pour faire un petit échange autour de 3 entrepreneuses et pour faire un partage d'expérience et vous donner l'envie, ou en tous les cas susciter l'envie de passer les étapes et aussi de s'engager dans une démarche entrepreneuriale. Donc on est vraiment, on essaye dans cet événement We Days d'apporter plus de mixité parce que le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui, on sait que c'est quand même un environnement qui est plutôt masculin. Donc on essaie justement de promouvoir à la fois l'entrepreneuriat féminin puis apporter davantage de mixité dans cet environnement, cet écosystème. Donc on est très heureuse pour le coup de vous accueillir ce matin donc dans les locaux de Sud-Ouest. Sud-Ouest qui est un partenaire privilégié d'Incubator. Donc je pense qu'on est toutes très inspirées par cette thématique et très presque entre effectivement ces femmes entrepreneuses et puis un incubateur qui est très féminin aussi, et notamment ce matin, puisqu'il y a Margot qui est la référente pour Théophraste, je vous en parlerai un petit peu plus, et Alice qui est Startup Manager, enfin Alice Startup Manager. On a aussi des garçons, hein, mais qui ne sont pas là ce matin. Et moi, je suis la directrice du bureau de Bordeaux Incubateur. Voilà. Donc, juste pour vous parler un petit peu d'Incubator, puisqu'on est partenaire ce matin, donc on est le premier réseau d'innovation en France. On est présent, donc pas seulement à Bordeaux, on est présent dans 8 villes et bientôt on sera présent dans 2 villes supplémentaires. Donc voilà, un réseau qui s'étend à toute la France. Le siège est à Lyon et quand en fait vous rentrez dans Incubator, vous n'êtes pas seulement en contact avec les personnes du bureau de Bordeaux, c'est aussi, vous pouvez bénéficier finalement de toutes les compétences qu'il y a dans tout le réseau, dans toutes les villes. Donc c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur cette notion de réseau et le fait que vous pouvez bénéficier de compétences extérieures au seul bureau de Bordeaux. Donc je vous ai parlé aussi de Théophraste, donc parce qu'on a
à la fois des programmes d'incubation et aussi des programmes d'accélération. Donc, Théophra, c'est un accélérateur qu'on a co-développé avec Sud-Ouest. Ce sont des accélérateurs thématiques. Et là, c'est un accélérateur thématique média. Ce qui fait que si vous avez... Sud-Ouest fait remonter des besoins qui sont propres à son activité. Et vous, les startups, vous pouvez éventuellement répondre, développer, en fait, co-développer avec Sud-Ouest des preuves de concept qui vont vous permettre, vous, de tester aussi votre produit dans un contexte particulier et qui répond à un besoin concret d'une entreprise qui est Sud-Ouest. Donc, pour revenir un petit peu sur Incubator, donc on accompagne les startups en fait, dans la modélisation et dans la construction de leur innovation, mais on accompagne aussi des entreprises qui ont envie de monter en compétences et de développer davantage d'innovation à l'intérieur de leur entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on s'adresse à la fois aux startups et à la fois aux entreprises avec des programmes d'incubation et des programmes d'accélération et aussi toute une offre de formation. Voilà. En quelques mots. Juste pour revenir sur Incubator, si jamais vous avez envie d'entreprendre, quelques petites dates sur les prochaines échéances à Bordeaux. Donc en fait, on va faire un crash test. Un crash test, c'est là où vous pouvez venir finalement confronter votre projet, votre idée à des mentors et à nous aussi. Donc c'est organisé, en fait, vous passez devant un petit jury, vous expliquez votre projet et ensuite, justement, on essaie de vous apporter, vous challenger, vous apporter des idées, des nouvelles idées, comment orienter, comment continuer à construire votre projet. Donc ça, la prochaine échéance, c'est le 16 novembre. Voilà, on communiquera de la même manière qu'on a communiqué sur cet événement. Ensuite, si vous avez envie de continuer, vous pouvez vous inscrire sur notre plateforme. Donc, vous avez pareil jusqu'au 10 décembre pour vous inscrire sur notre plateforme en décrivant votre projet. Et quand vous faites cette démarche-là, nous, après, on va vous convoquer. Si on pense qu'il y a un intérêt que vous correspondez finalement aux attentes d'Incubator, on va vous convoquer à ce qu'on appelle des entretiens de sélection qui se dérouleront en fait du 14 au 17 décembre. Donc là, vous devez remplir votre dossier avant le 10 décembre. Ensuite, vous serez convoqué entre le 14 et le 17. Et après, si on continue l'aventure ensemble, vous ferez partie de notre nouvelle promotion d'hiver. Et la rentrée officielle, ce sera le 11 janvier 2022. Voilà pour les prochaines échéances Incubator. Et pour revenir autour de 3 start-upeuses, donc on a Anita, qui en fait est cofondatrice de Hortusbox. Hortusbox, c'est une plateforme en fait qui propose de l'aménagement paysager. On a Leslie qui a fondé Capitaine Study, qui est une plateforme en fait qui aide les étudiants qui viennent d'avoir leur bac à choisir leur école pour leur future carrière universitaire. Voilà. Et Marie-Laure qui, elle, a développé une plateforme qui a d'autant plus en fait d'écho aujourd'hui, qui est pour l'empowerment des femmes et notamment en milieu professionnel pour les faire monter en compétences et accéder à des fonctions de direction et ne pas rester des considérations et des plafonds qu'on se pose des fois toute seule voilà, pour monter en compétences. Donc, je vous laisse parler un petit peu justement. Peut-être Anita, tu peux commencer sur pourquoi tu as commencé à entreprendre, qu'est-ce que c'est qui t'a poussé dans cette voie d'entrepreneuse? Je ne me rappelle pas pourquoi j'ai commencé. En fait, ça m'est venu naturellement. Je pense que il y a certaines parmi vous connaissent mon parcours. Moi, je suis une ancienne avocate et je suis en fait qualifiée en Angleterre et pas en France. Donc, quand je suis venue en France, il fallait que je passe l'examen au barreau, mais je ne parlais pas français à l'époque. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis un peu reconvertie au bout de quelques années en programmation. Et quand j'ai fait en fait cette reconversion, j'avais toujours cette envie d'apporter des solutions. Mon obsession quotidienne, c'est toujours trouver un problème et de trouver une solution. J'adore faire ça, de trouver des manières d'automatisation. Donc, dès qu'il y a un truc qui se maison, j'essaye de trouver, en fait, d'éviter la répétition. Donc, à la suite de ma formation, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à vraiment écrire des problématiques que je rencontrais dans la vie professionnelle ou dans la vie quotidienne.
Et après, je me disais, est-ce que je peux apporter une solution? Vraiment, je l'ai fait de manière académique. Genre, j'avais un calepin, j'écrivais et un jour, en fait, j'ai commencé, en fait, mon parcours a commencé parce que on est devenu primo-accédant avec une petite maison qui avait un petit carré de jardin et je suis une citadine, j'avais jamais un jardin et donc j'avais aucune notion d'embellissement pour ce jardin. Donc, je me suis dit, en fait, il faut que j'aménage ce jardin, mais j'avais soit, en fait, une possibilité de faire appel à un professionnel, mais ça nécessitait un budget conséquent, soit il fallait que j'acquière, en fait, toutes les compétences. C'était impossible, il y avait trop de compétences. Donc, en fait, j'ai constaté ce manque d'alternatives pour les petits projets, en fait, qui ne nécessitent pas une intervention, on va dire, d'un professionnel avec beaucoup de... Et juste avoir une simple solution pour l'aménagement paysager. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. Leslie, toi, Alors moi, pour le coup, j'ai commencé à entreprendre quand j'étais étudiante, quand j'avais 19 ans. Oui. Et c'était vraiment, j'ai identifié une problématique. J'étais allée dans une école de communication qui m'avait pas trop plu. Et quand j'ai voulu choisir une école pour mon master, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à comparer toutes les écoles privées entre elles. J'arrivais pas à trouver des avis sincères sur les écoles. J'allais dans les portes ouvertes, j'allais dans les salons, on me disait que c'était super, mais c'était pas très objectif. Et donc c'est là que j'ai identifié cette problématique de choix de formation et très vite, et je pense que c'est important aussi de voir que c'est une problématique qui ne me concernait pas que moi, mais plein de gens de ma classe et plein de gens autour de moi, plein d'amis. Et cette validation d'amis qui me disaient, ah, mais moi aussi, je me suis trompée dans mon choix d'école, j'aurais besoin de ce conseil d'étudiants qui m'aide pour le choix de l'école. Parce que du coup, je sais plus si on l'a dit, mais c'est une plateforme où les étudiants actuels et anciens étudiants notent leur école. Et donc, c'est là que c'est en identifiant cette problématique que j'ai eu envie d'entreprendre pour résoudre un problème qui me concernait, mais qui concernait plein de gens autour de moi. C'est sympa d'avoir fait ça pour nos enfants, moi, je trouve. Donc, saut de génération. Donc, moi, c'est un peu différent, évidemment, comme histoire, mais c'est un peu incroyable aussi. C'est-à-dire, j'ai une carrière assez longue et fructueuse dans la communication, 30 ans de carrière quand même, dans les entreprises et à la direction de villes, notamment les 10 dernières années où j'étais la DIRCOM de la ville de Bordeaux. Donc, et malgré tout, dans cette carrière, il y avait quand même un truc qui m'intéressait particulièrement, c'était tout ce qui concernait les femmes. C'était vraiment un sujet qui m'a toujours habité. Et donc, j'ai co-organisé, aidé à monter des opérations gigantesques autour des femmes et du numérique, des femmes. J'ai aidé 2 formidables filles à monter leur salon de la reconversion professionnelle, qui est devenu très important sur le plan national. Les femmes des diasporas, les femmes et la littérature, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me tenait et qui me portait au travers de mes différents engagements professionnels. Et puis, ma carrière s'est arrêtée dans un claquement de doigts, ou plutôt une élection, enfin c'est la même chose, c'est la même rapidité. Et du coup, je me suis retrouvée avec la question de, est-ce que je fais le mercato et que je réponds et je refais la même chose dans ma vie comme ce que j'ai bien fait, etc. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui a été assez évident pour moi, c'était ce désir de liberté. Et du coup, de fragilité aussi, parce que un peu au bord du précipice, en se disant, est-ce que je me lance dans le fait de porter toute seule ma carrière, mon job, et puis la responsabilité d'une famille, des enfants, etc. Ou est-ce que voilà, je continue. Et puis, j'avais cette idée en tête, et il y a quelqu'un qui m'a parlé de l'ikigai. L'ikigai, c'est le fait de mettre ensemble quelque chose que vous aimez, quelque chose qui peut vous rapporter, quelque chose qui aide la société. Et en fait, d'avoir accompagné les femmes pendant 30 ans et d'avoir vu leurs réactions, d'avoir invité des femmes de très haut niveau pour leur parler, etc., je me suis rendu compte qu'on n'en sortait pas. On ne sortait pas du plafond de verre, on ne sortait pas du syndrome de l'imposteur, on ne sortait pas du syndrome de la hotte, on ne sortait pas du problème de confiance, etc. Et on était toujours, et je me disais, c'est quand même incroyable,
il y a des générations qui arrivent là, qui sont, pour eux, c'est évident, la parité, l'égalité, etc. Mais en fait, c'est un fake total et c'est pas vrai. Et j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais qu'est-ce qui pourrait faire que toutes les femmes puissent accéder à ces merveilleux moments, par exemple, qu'on a eu quand Mercedes Serra est venue discuter avec nous, Haute de Thuin, des femmes comme ça, où on voit ce qu'elles disent, on dit, ah non, mais vraiment, elle a raison. Elle a raison. Je vais faire ça, je vais oser, mais oser comment, je ne sais pas. Et du coup est venue cette idée de trouver selon leurs besoins. C'est-à-dire que pour elles, ce qui est vraiment important, c'est qu'elles n'ont pas de temps. Pour les jeunes femmes qui sont ici, vous ne savez pas encore, mais vous saurez bientôt qu'est-ce que c'est quand on est tout ce que vous faites aujourd'hui, plus une famille, plus des enfants. Et donc, on n'a pas le temps. On ne peut pas partir 3 jours à Paris pour faire une formation. On ne peut pas, parce que quand on revient, on a le bureau qui est comme ça, parce qu'on a les enfants. Et qu'on gère à distance les problématiques de basket perdu ou de je ne sais quoi. Et donc, voilà, vous avez vu une ministre qui a été filmée au moment de sa prise de fonction, Madame Duflot, qui a un coup de fil et qui dit oui, oui, les baskets, elles sont dans le meuble, dans l'entrée. Voilà. Donc, elle va être ministre, mais elle continue à gérer la charge mentale de sa famille, etc. Donc, puis, bon, ça peut être une autre charge mentale d'ailleurs. Il y a plein, pour nous, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit, l'idéal, en fait, c'est que les femmes puissent accéder à une plateforme qui leur délivre des formations qui soient inspirantes, c'est-à-dire qu'elles sont livrées au travers de masterclass, de femmes qui travaillent sur des sujets vraiment déterminés à l'avant pour leur apporter un vrai savoir, pas quelque chose de je raconte ma jolie histoire et tout le monde est là, waouh, c'est super, mais des questions claires du genre comment on parle d'argent, comment on demande une augmentation de salaire, comment on gère un harceleur dans son équipe, comment on gère le management d'une équipe de 100 garçons, par exemple 100 hommes, etc., etc. Des problématiques qui ont été déterminées et qui puissent apporter aux femmes des savoirs et des choses qu'elles n'oseraient pas demander. Qui va dire à son N+1, j'ai un problème de confiance en moi, là je flippe à chaque fois que j'ai une réunion d'équipe? Personne ne peut dire ça. Donc, par contre, ces femmes abordent ces sujets, expliquent comment elles sont venues à bout, quels outils elles ont mis en place, etc. Donc, une plateforme avec des masterclass, avec des exercices à faire, avec des conseils de lecture et avec du coaching. Voilà, c'est ça You One. Et ça sort dans 15 jours. Très bon teasing. Parlez-en à vos copines. Et à vos copains aussi, pas. Oui, absolument. Ben, c'est vrai que le truc de la marque You One, c'est qu'à un moment, le W se retourne et il devient Human. Et en fait, ce Human, c'est comment permettre aux hommes de comprendre ce qui est ces fragilités pour les femmes. Il y a des femmes qui font des carrières géniales, hein, mais il n'empêche qu'il y a toujours un petit vélo qui tourne et des fragilités qui sont particulières, une appréhension des choses qui est particulière. Et donc, comment permettre aux hommes d'appréhender des équipes de femmes et de pouvoir leur apporter des solutions. Alors, dans notre promo, par exemple, il y a un homme qui est médecin et qui travaille sur une jolie start-up et qui me dit mais je comprends pas concrètement c'est quoi, je lui dis par exemple concrètement si on pose une question à une assemblée, la femme elle va dire tout bas la réponse et c'est un homme qui va reprendre ce qu'elle vient de dire et qui va le dire plus fort. Et donc, ou bien elle ne va pas oser le dire, elle ne va pas donner son avis. Donc, en fait, dorénavant, quand tu manages des réunions, passe la parole aux femmes en premier. Bon, voilà, c'est un tout petit truc, mais il faut juste le savoir. Et le savoir, c'est permettre à ces équipes ensuite de prendre confiance et de travailler de façon plus égalitaire, en sachant que l'égalité rapporte de l'argent. C'est quand même ce qu'on va vendre aux chefs d'entreprise. Plus on a des équipes qui sont en parité et qui sont équilibrées, et plus on gagne d'argent. Très bien. Il y a beaucoup de résonance dans le projet de Marie-Laure. Et donc, Marie-Laure, toi, tu l'as déjà, tu l'as un peu évoqué dans la présentation de ton histoire. C'est en fait comment, à un moment donné, on ose finalement prendre le risque et quel risque on peut voir dans le passage justement à la vie d'entrepreneuse, parce qu'effectivement, on est salarié ou on est étudiante et peut-être c'est plus sécurisant de passer dans un emploi de salarié. Anita, pareil, tu avais une carrière. À un moment donné, comment vous avez finalement dit, bon, ok, il y a des risques, mais j'y vais quand même. Quels risques vous avez pu voir et comment vous êtes passé outre en fait? Je commence? Ouais. Ok.
En fait, j'ai pas pris de risque en arrêtant en fait une carrière parce que j'étais en reconversion. C'est vrai que cette partie, en fait, c'était déjà fait et j'ai pu profiter. Mais c'est un choix, en fait. C'est un choix confortable de savoir que si on prend 2 heures, pendant 2 heures par jour, on prend le café avec ses collègues, le salaire va tomber à la fin du mois. Donc, effectivement, c'est extrêmement important. C'est un risque et je pense que c'est en, en fait, ça dépend de la situation familiale de la personne. Le contexte financier définit énormément en fait le reste en fait du parcours. C'est-à-dire si on n'a pas un bon contexte financier, c'est mort. Donc il faut pas en vouloir à la personne si elle n'a pas osé, parce que les finances définissent tout à mon avis. Donc, c'est la base. S'il n'y a pas de support financier ou un plan, en tout cas, qui nous permet, merci beaucoup pour l'emploi, pour les allocations chômage. C'est le premier investisseur dans toutes les startups de France. Non, c'est vrai, parce que sans les allocations de chômage, personne n'aurait pu tenir pour les premiers mois, au moins la première année ou autre. Mais finalement, en fait, pour moi, en termes de carrière, bah, je me suis dit, bah, j'aurais pas de. En fait, j'ai pas eu. J'ai fait le choix en quelque sorte, mais c'était plus fort que moi, en fait. Je voulais absolument le faire. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je reste en fait dans ma zone de confort? Et après, je me suis dit, non, mais toute la magie va avoir lieu dans là où il n'y a pas de confort, en fait. Je vais découvrir plein de choses. Et c'est vrai que j'étais très portée par ce projet. Donc, finalement, je peux dire que j'ai un peu évalué les risques, mais après, je me suis fermée. Et aussi, je me suis dit, plus on se pose des questions, ça va juste nous ralentir. Et de toute façon, à un moment, il faut juste prendre une direction et vraiment foncer. Mais c'est vrai que oui, les questions, le contexte financier, c'est ça qui définit oui ou non qu'on peut entreprendre. Donc, dans l'évaluation des risques, le premier risque que toi, tu as évalué, c'est le contexte financier. Mais après, est-ce qu'il y a au-delà, peut-être, je sais pas, Leslie ou Marie-Laure, d'autres risques que vous avez pu percevoir qui est... Le risque financier, c'est, enfin, effectivement, c'est une vraie question, un vrai questionnement. Ça, on va pas... La pyramide de Maslow, c'est les besoins primaires d'abord, et puis après, on peut voir comment on s'élève. Oui, il y a nos besoins primaires et ceux de notre famille. Parce que, effectivement, quand tu as... Voilà, donc merci Pôle emploi, mais juste entre parenthèses, moi pendant 30 ans, j'ai beaucoup cotisé à Pôle emploi, donc merci de m'en rendre un peu. Et ça, c'est vrai que c'est une opportunité, mais enfin, moi, j'ai quand même dû mettre de l'argent de côté parce que sinon, je ne payais pas mon loyer, quoi. Enfin, c'était clair. Donc, et puis, on ne prend pas des risques comme ça. Justement, quand on a des enfants étudiants, on ne dit pas allez, maman se lance, c'est super. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même une angoisse qui est quand même là. Bon, après, on met ça de côté. On dit, bon, maintenant, on a fait ce qu'il fallait, on va mettre ça de côté. Mais moi, j'étais une fille, bien une fille quand même. Je me disais, mais c'est peut-être débile, en fait. Ton idée, elle n'est pas OK, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'ai pris 12 femmes à qui j'ai présenté mon idée. Des femmes chefs d'entreprise, la tête de fondation, etc. Où j'y suis allée un peu, bon, comme ça, en apparence, j'étais super battante, mais enfin, dedans, c'était quand même un peu le flip. Et j'y suis allée en disant, ben voilà, je vous présente ça, etc. Puis là, j'ai vu les 12, en fait, qui m'ont dit, oh, c'est super, quoi. C'est super. Donc, après, j'ai fait le tour des 12. Je me suis dit, bon, t'es contente maintenant, on t'a dit c'est super, bon, ok. Non, mais déjà, c'était pas mal. Et après, le truc qui a été formidable, c'est que j'ai été aidée par 2 jeunes, en fait. C'est-à-dire un jeune homme et une jeune femme, les 2 start-upers, en fait, et qui ont challengé mon idée, quoi. Et qui m'ont dit, mais ça, ça va pas, mais pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, j'ai été mentorée. C'est quand même exceptionnel parce que moi, toute ma carrière, j'ai vraiment eu beaucoup de stagiaires, beaucoup de jeunes que j'ai accompagnés, certains avec qui je suis toujours en lien, etc. Et là, tout d'un coup, c'est les jeunes qui me disaient, il y en avait un qui me disait, bon, si tu étais ma mère, alors je disais, bon, alors commence pas comme ça, je disais, parce que
Ta mère, tu lui aurais dit d'arrêter de délirer. Donc, me compare pas ta mère. Vas-y, avance et dis-moi ce que tu as à me dire. Alors ça tient pas le coup, ça, c'est pas OK, etc. Et du coup, j'ai beaucoup avancé sur mon projet comme ça. Et voilà, et à un moment, je me suis dit, bon, go, quoi. Et puis, c'est vrai que ce qui a vraiment fait basculer, c'est parce qu'au début, enfin, je veux pas, je finis mon histoire. Ouais, non, je- non, non. Mais au début, je me suis dit, bon, tu vas y arriver, tu es solide, tu vas y arriver. Puis après, c'est vrai que c'est une avalanche de choses qui arrivent et qu'on gère des contenus, des tournages, l'argent, l'avocat, le truc, le machin. Puis au bout d'un moment, on dit, non, mais là, je vais tout larguer, quoi. C'est pas possible. Et c'est le moment où j'ai rencontré Incubator. Et c'est vrai que ça, c'était super parce que le fait d'avoir été incubée, ça m'a redonné de la structure dans mon travail en me disant, bon, ça, on le laisse pour l'instant. On travaille là-dessus, step by step. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment permis d'avancer et de faire un bébé, je crois, qui est vraiment chouette, quoi. Voilà. Ouais, Et et puis puis dans les risques. je pense que bah, moi, le fait d'avoir jamais été salariée avant, d'avoir tout de suite, j'ai fait mes 2 ans de master dans ma propre entreprise, donc j'ai commencé tout de suite à monter ma boîte très tôt. Et je pense que l'évaluation des risques, je ne l'ai pas du tout prise en compte. Enfin, moi, pour le coup, j'ai commencé à parler avec Incubateur, j'ai commencé à faire un crash test, dont je parlais tout à l'heure, à commencer les démarches. Et je sais pas, je sais pas si c'est le fait d'être jeune ou le fait de. C'est notre avis, on se laisse pas. Ah oui. Non, et de pas si. Enfin, à la base, j'étais pas du tout intéressée par l'entrepreneuriat. Je savais même pas ce que c'était un incubateur. Je savais pas ce que c'était voilà, se créer une entreprise. Et le fait de pas du tout connaître ce secteur, de pas du tout m'être renseignée, je me suis lancée direct. Et je pense que c'est bien aussi C'est d'évaluer les génial. risques. Mais du coup, je me suis pas trop posé de questions sur ça. Et effectivement, donc, je te rejoins sur le fait qu'Incubateur m'a vraiment mis un cadre pour me lancer dont j'avais besoin parce que, encore une fois, j'y connaissais rien. De reprendre toutes les étapes de création d'entreprise, etc. Mais pour le coup, je l'avais beaucoup moins pris en compte. Peut-être pas assez, mais. Mais si, Non, moi je des trouve fois, ça ils vont génial. Oui, des fois, ils vont Non, mieux. mais c'est vraiment formidable. Et puis, dans les jeunes qui m'ont aidé, par exemple, bon, c'est des trentenaires quand même, c'est pas des aussi jeunes que toi, mais eux, ils avaient déjà fait plusieurs boîtes Ouais. et réussi des boîtes, vendu des boîtes, etc. Donc, eux, ils jouaient quoi. Ils jouaient au Kaplan, en fait. Et du coup, je trouve que c'est hyper sain, en fait, cette façon d'avancer. Enfin, c'est vraiment vivifiant, quoi. Ça donne de l'énergie pour continuer. Ouais, et après, c'est normal de pas avoir les mêmes enjeux aussi. Quand t'as une Mm. famille, moi, j'ai déjà aucune responsabilité, très libre dans mon temps, dans mon énergie. Enfin, voilà, donc, c'est pas les mêmes questions qu'on se pose, mais. Alors, au-delà des risques, soit que vous avez surmonté ou que vous n'avez pas du tout eu, voilà. Est-ce que vous avez rencontré, d'une manière peut-être un petit peu plus négative, et peut-être pas juste vous, mais des freins qui, soit que vous vous êtes peut-être posé, auto-posé, ou que vous avez rencontré autour de votre entourage ou d'institutions, de choses comme ça dans votre parcours entrepreneurial? Pour ma part, la première fois que j'ai exposé en fait l'idée à quelqu'un, c'était un autre incubateur qu'ici. Et la dame en fait qui était chargée de l'accompagnement, elle m'a dit par contre, surtout n'appelez pas vos clients vous-même parce que vous avez un accent. Et ça va faire que vous avez, en fait, vous êtes une, Plus de charme. ouais, vous êtes une plateforme téléphonique genre à l'étranger. Bon, c'est vrai que en fait, ça m'a un peu blessée, mais après, je me suis dit, en fait, c'était très bienveillant de sa part. Elle voulait absolument pas que j'échoue, en fait. C'était pas du tout une remarque sur l'accent, mais c'était pour éviter, en fait, que quelqu'un d'autre me fasse la remarque. C'est vrai qu'il y a eu des petits trucs comme ça, mais à part de ça, non, je n'ai jamais senti un frein par rapport au fait que je suis une femme. Mais après, il y a plein de freins. Hein. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des obstacles du parcours. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit femme ou pas. J'ai jamais senti, en tout cas, même s'il y en a eu, moi, j'ai jamais senti une discrimination flagrante par rapport à ma genre. Statut de femme. Ouais, pas par rapport à ça. En tout cas, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a même une sorte aujourd'hui, il y a de
plus en plus d'initiatives qui se lancent pour les femmes. Les premières, il y a un incubateur qui accueille que des femmes. Il y a des concours qui sont réservés aux femmes. Moi, je fais partie du programme Orange Femmes Entrepreneuses aussi, qui met en avant des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, alors bien sûr, il reste plein de choses à régler, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives qui se créent. Il ne faut pas du tout le voir comme un frein. Au contraire, voilà, il y a des structures qui mettent en avant les femmes. Oui, ça, c'est-à-dire il y a des éléments qui répondent à arriver en haut du sommet de la hiérarchie. Faut quand même être. On pense qu'on est sur un sprint, mais on est sur un marathon sprint en fait, et c'est assez complexe avec énormément d'embûches, etc. Ben là, c'est vrai. En fait, on est, comment dire, on- quand on est patronne de son propre sa propre embarcation, on n'a pas envie même d'écouter les freins. C'est-à-dire parce que tout est possible, l'accent, femme, l'âge, le truc, le machin. Enfin, donc moi, j'ai une vitre entre ça et les freins. Donc je ne veux pas les entendre. Mais quand même, je peux attester de tout ce qui a été complexe dans ma vie professionnelle, à un haut niveau, je veux dire, tout le temps. Et quand on est à haut niveau, on est quand même entouré que d'hommes. Donc, Et du coup, on développe la sororité. Et du coup, de plus en plus, il y a des choses. Parce que quand Mercedes Serra, par exemple, parce que je la cite parce que les femmes patronnes, on ne les connaît pas tout le temps, elles ne font pas beaucoup de communication, etc. Mais il y en a d'autres dans mon projet, Elisabeth Chungi, Nathalie Clochendler, etc. D'autres femmes, la patronne l'ex-patronne de Sarenza, qui elle-même est start-upeuse, etc. Donc des femmes, mais elles peuvent toutes attester de cette difficulté majeure qu'elles ont rencontrées tout au long de leur parcours. Et du coup, ça crée, voilà, elles créent Sista, elles créent des choses comme ça parce qu'elles savent à quel point c'est difficile, vraiment quoi. Moi, je trouve ça super si vous n'êtes pas consciente encore de ça. Mais je tiens à dire que, parce que finalement, quand on n'est pas conscient du truc, on avance, on avance, on avance. Mais à un moment, on se retourne et on dit, non mais attends, moi, ça a été vraiment difficile, là. Comment je vois passer les hommes à côté de moi, ça se fait comme ça, c'est quand même pas évident. Donc, il y a quand même un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé. Je veux dire, pourquoi il n'y a pas autant de femmes qui sont au Goncourt? Pourquoi il n'y a pas de femmes qui sont chefs de service à l'hôpital? Pourquoi il n'y a pas de femmes qui sont. Pourquoi il n'y a que 20% des femmes qui créent des entreprises dans le monde, etc. Bon, tout ça, c'est pas rien, quoi. Donc, je pense que tous les systèmes qui ont été mis en place sont super parce ils nous tiennent un peu, quoi. Ils nous aident. Après, il y a vraiment des hommes, et ça c'est important, des mentors qui nous aident à passer des steps aussi. Et ça, quand ça arrive, c'est vraiment formidable, qui disent, ah mais moi je crois en vous, c'est super, je vais vous aider, puis après on peut discuter. Moi, j'ai jamais parlé à un investisseur de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai jamais parlé d'argent. 1 million. Donc, c'est bien d'être coaché aussi et d'être aidé. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un non-problème. S'il y a tout ça aujourd'hui pour nous renforcer, bah, c'est super. Cette sororité, elle est incontournable. Moi, je sais que je prends mon téléphone et j'appelle des femmes de très haut niveau. En 2 secondes, elles me prennent en ligne et elles m'apportent des solutions. Donc, parce qu'on sait ça, parce qu'on sait qu'il faut qu'on se tienne les coudes parce que c'est dur. Ah, c'est cool, hein, parce que moi, je disais à Leslie tout à l'heure, j'ai jamais pu profiter d'aucune plateforme, association, que ce soit en fait pour les femmes. On parlait de l'initiative de MMA, ils sont mon assureur, je suis désolée MMA, vous m'avez jamais tenu au courant qu'il y avait des initiatives ou pour d'autres structures. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai jamais pu profiter en fait de ces appuis dans mon parcours. Mais en fait, c'est quelque chose qui va se fabriquer au fil du temps, en fait. C'est-à-dire des jeunes femmes comme toi, qui sont entrepreneuses, qui vont se serrer les coudes. Nous, on se connaît, voilà, on sait qu'on pourra s'appeler, etc. C'est comme ça que ça se passe. Et après, les jeunes femmes que vous êtes, à un moment, elles sont très haut, quoi.
Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est quand vous êtes en haut, n'oubliez pas de tendre la main pour faire monter les autres. Ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que ça nécessite aussi beaucoup d'investissement. Moi, j'ai animé les confs Femmes 3000, j'ai plein de choses comme ça qui étaient vraiment sur mon temps, et que le temps, vraiment, c'est la denrée la plus précieuse. On n'a pas parlé de ce risque-là, mais le risque du temps, il est majeur. C'est-à-dire passer 2-3 ans sur un projet. Ok, à 23 ans, 24 ans, on peut dire, tiens, je pense qu'il y ait 3-4, c'est pas très grave, mais il y a un moment où vous allez sortir du marché du travail, où sur votre CV, on vous dit, ah oui, mais ça, c'est pas très cohérent, vous avez fait ça, mais ça, etc. Bon, on connaît toute cette mécanique. Donc, dans ces cas-là, vous donnez du temps pour des choses qui sont liées aux femmes, en fait. Et du fait d'avoir donné ce temps-là, à un moment, c'est fructueux, parce qu'on fait des émissions pour les femmes, parce qu'on fait plein de choses comme ça. Et donc, on sait qu'on peut s'appeler, quoi. Et qu'on peut s'appeler et que ça va matcher tout de suite. Et en plein confinement, moi, les 12 femmes que j'ai rencontrées, elles m'ont dit, bon, viens à la maison, quoi. Delphine Rémy-Boutan, patronne de Femmes Digitales à Paris, 1000 femmes à chaque congrès, etc. Elle m'a dit, bon, ok, j'ai une demi-heure, tu viens à la maison. Donc ça, je veux dire, c'est des choses super précieuses. Et dans cette discussion de 30 minutes, tac, on va comprendre des choses qui vont nous aider à avancer. Est-ce que vous vous êtes senti dans votre en tant que femme, justement, avoir peut-être une problématique de légitimité par rapport à d'autres entrepreneurs masculins, ou alors après toi dans ta carrière aussi, cette légitimité finalement à être femme et entrepreneur et à vous affirmer avec ces deux identités, je dirais. Ah oui, beaucoup. En fait, au début, moi, j'avais du mal à me positionner en tant que chef d'entreprise. Je me rappelle, un stagiaire m'a dit, oui, boss. Et moi, je disais, non, 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 non. En fait, j'ai presque repoussé en fait le titre. J'étais en fait chef d'entreprise depuis cet instant-là, même bien avant, parce que j'ai fondé en fait l'entreprise. Mais c'est vrai que ça m'a pris du temps, en fait, de me dire, en fait, oui, c'est mon rôle, en fait. Je suis leader ou leaduse, je ne sais pas comment je vais dire, leader avec eux, de cette entreprise. Et c'est moi, en fait, le capitaine de ce bateau. Et c'est pas grave si j'ai le dernier mot, en fait. Je n'étais pas du tout habituée à avoir le dernier mot où c'est moi qui décide et c'est vrai que ça prend du temps en fait. Je me sentais absolument pas légitime. À chaque fois que je faisais une présentation, oui, c'était les freins. C'est ce que j'ai rajouté tout à l'heure, mais je voulais dire que les freins, en fait, il y a au moins 70%, c'est dans notre tête. En fait, il n'y a pas de frein vraiment extérieur. OK, il peut y avoir des hommes résistants au progrès des femmes au travail ou autre. Mais si on l'accepte aussi, en fait, on subit en fait le frein. Donc, c'est vrai que moi, je me sentais absolument pas légitime ou malgré le fait que j'avais confiance en moi. En fait, j'avais pas de problème que je connaissais en tout cas, mais j'avais pas confiance en moi en tant que chef d'entreprise. Donc, ça a pris du temps. Même on va dire, j'étais pas un très bon manager la première année où j'ai intégré en fait une équipe. J'ai constitué une équipe parce que je savais pas en fait. Je pensais que j'avais pas de modèle manager féminin en fait qui est gentil, qui est pas en fait qui commande pas tout le temps comme les hommes, mais j'avais pas. D'ailleurs, j'ai toujours pas beaucoup de, de références sur ce sujet, mais c'est vrai que ça m'a pris du temps. Et ça vient petit à petit, mais ça vient. Ta légitimité. Non, mais je trouve que dans le monde des startups, en fait, c'est assez lissé, ça. Moi, je vois avec mes associés, parce que maintenant j'ai des associés, il n'y a pas ce truc de c'est moi le boss, etc. Je trouve que c'est assez plat, ça. C'est horizontal. Voilà, c'est assez horizontal, on n'est pas dans cette revendication-là. Mais aussi peut-être parce qu'on débute tous. Après, c'est vrai que la fonction quand tu gères veut que on
fasse, Oui. qu'on comprenne des décisions à la fin de la journée. Oui, c'est ça. Ok, c'est la fonction, c'est le rôle Mm. en fait. C'est même pas c'est une question de hiérarchie. On écoute en Mm. fait les équipes sont Mm. là pour nous apporter en fait les bons éléments, mais la décision en fait se prend par en tout cas la dirigeante ou le dirigeant. Donc c'est un peu l'entreprise, la Mm. réalité, la nature de l'entreprise. Mais bon, moi, pour avoir dirigé des grosses équipes, je peux dire qu'on peut très bien travailler avec des grosses équipes de façon horizontale aussi. Et dans le partage, dans l'autonomie, la responsabilité de chacun. Il y a des personnes dont on apprend beaucoup. Par exemple, ce week-end, je lisais le papier sur Léa Thomasin, la patronne de Hello Asso, qui est une de mes marraines aussi. Et, et elle m'a beaucoup parlé de la gestion démocratique de ses équipes, le fait que le chef ne peut pas ralentir en disant ah ben j'ai pas le temps. Non, tout le monde est responsable, tout le monde prend des décisions, etc. Ça pour moi c'est génial si on arrive. Et que donc chacun doit prendre la place qu'il doit prendre pour faire avancer ce projet le plus possible. Je pense, et nous, je pense qu'on réfléchit. Enfin, moi, mes équipes me donnaient ce retour, en tout cas, que c'était un management différent. Alors, je ne veux pas en faire un stéréotype, mais qu'ils n'avaient pas été habitués à travailler comme ça. Et du coup, je les ai quand même vus progresser et monter en puissance. Et ça, c'est quand même super. Et après, en termes de légitimité particulière à t'affirmer en tant que dirigeant d'entreprise, ça a eu, eu quand même des activités non, de mais direction. moi, j'ai toujours été, toujours depuis longtemps été patron, mais j'ai toujours eu un doute. Toujours. Toujours. Quel que soit le moment. Ah bah, Donc, des doutes, oui, mais en tous les cas. J'y vais. Ouais. Je remonte et j'y vais. Mais j'ai toujours eu la petite Jiminy Cricket qui dit qu'est-ce que tu fais là en fait. Mais en réalité, moi je pense, et j'ai pas mal discuté avec les hommes directeurs ou PDG. Les hommes aussi, ils se posent la question, mais en fait, la société leur a donné beaucoup plus de confiance et de place dans la société. Donc, ils se disent, mais c'est pas grave, de toute façon, quoi que je fasse, c'est accepté par le reste de la planète. Donc, j'y vais en fait. Apparemment, tout ce que je fais, c'est bon. Mais ils se posent des questions quand même. Et donc, se poser des questions, c'est pas mauvais. S'arrêter suite aux questions, ça, c'est pas. Moi, j'ai eu plein de patrons qui s'en posaient pas, hein, je te le dis. Alors, on n'a pas croisé les mêmes personnes. La question, c'était surtout quel est le step d'après que je vais monter. Ça, c'était la question. C'est-à-dire que nous, on était nommés. Alors là, c'est une génération. Nous, on était nommés. On disait bon, maintenant, il faut bien travailler pour mériter ce qu'on t'a donné comme titre et tout. Il faut être et à côté. Mais même des potes quoi, qui étaient patrons, eux, c'était le scanner pour voir comment je monte au-dessus, quoi. Mais ça, mais c'est vrai que ça correspond à des stéréotypes d'éducation et que, enfin, nous, on aura toujours ce doute. Moi, quand j'ai été recrutée par Juppé, je lui ai demandé s'il était sûr que j'étais la bonne personne. C'est lui qui m'a dit oui, oui, bah oui, c'est sûr. Et je me suis dit, mais t'es complètement azimuté. Tu passes ton temps à défendre un truc et là, en 3 secondes, t'es terrassé. Mais il y a plein de copines, ça me rassure, qui disent ça aussi. Que tout d'un coup, elles basculent dans le doute de l'imposture, en fait, du syndrome de l'imposture. Voilà, c'est tout. Et donc, ça, je crois ça va être compliqué d'être guéri de ça. Mais c'est pas grave. Du coup, ça nous donne de la force pour y aller. Parce qu'immédiatement, on se dit, non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Allez. Donc, on comprend bien que votre légitimité entrepreneuse, maintenant, elle est plutôt bien assise, même si on a toujours des doutes. Après, on va parler peut-être plus de votre parcours maintenant en incubation et justement ce que ça vous a apporté, comment peut-être ça vous a appris aussi à vous entourer, puisque toutes maintenant, vous avez des collaborateurs et comment justement, ça revient un peu sur toi, ta position de manager. Donc, qu'est-ce que tu as apporté l'incubation? Donc, on avait compris le cadre, mais au-delà peut-être uniquement du cadre de pouvoir se reposer sur des personnes ressources. Qu'est-ce que, l'incubation, ça vous a apporté quoi et pourquoi vous conseilleriez de venir, si ce n'est un incubateur, mais au moins dans une structure qui accompagne, qui vous ont accompagné dans votre démarche? Oui, bah alors moi pour le coup, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment complètement
compétente sur tous ces sujets, donc j'avais besoin de ce cadre. En dehors de l'accompagnement, je trouve que ça t'oblige vraiment à sortir de ta zone de confort, à faire des choses, enfin, voilà, tous les pitchés, chose que je détestais faire, prendre la parole à l'oral, je détestais, aller beaucoup plus à la rencontre des autres. Moi, quand j'ai lancé le projet, je m'obligeais une fois par semaine à rencontrer soit un acteur qui bosse dans l'éducation, soit un étudiant entrepreneur, soit j'essayais sur LinkedIn, franchement, on peut communiquer avec n'importe qui, donc j'essayais d'aller taper haut des concurrents, etc. Et je me suis fait ça pendant, je sais pas, 3 mois chaque semaine, un call. Et la rencontre avec d'autres acteurs comme ça c'est ça aussi qui a fait monter ma motivation et qui m'a donné envie le fait qu'il y ait des personnes qui valident votre projet, qui s'y reconnaissent, etc. Moi, ça m'a vraiment motivée, cette rencontre de d'autres entrepreneurs, d'être une promo aussi, ce truc de rencontrer d'autres gens qui font la même chose en même temps que vous et qui sont perdus comme vous. Donc moi, c'était surtout le cadre social dont j'avais besoin, je pense. Et des méthodes et des outils aussi, peut-être pour structurer finalement ta démarche d'entrepreneur. Bah là, j'arrivais à l'aveugle. Enfin, je savais rien faire. Donc genre, j'étais obligée, je pense, de passer par là. Pour moi, incubateur, c'était, en fait, je progressais comme ça, mais vraiment millimètre par millimètre. Et après, je suis rentrée chez incubateur et après, c'est parti comme ça. C'est vrai, parce que, en fait, je pense que tous les porteurs de projets sont, je prends le jargon de mon domaine, sont des petites graines, en fait. Il y a un énorme potentiel à l'intérieur de cette graine. Mais si la graine tombe sur le trottoir, elle va jamais germer. Donc, c'est vraiment incubateur, c'est le milieu, c'est le petit bac qu'on met au bord de la fenêtre avec une belle exposition de soleil, avec du terreau riche qu'on met et que la petite graine peut germer, peut devenir une petite pousse. Et c'est comme ça. Mais mis à part, en fait, vraiment l'environnement, c'est vraiment les choses qui m'ont aidé le plus chez Incubateur, c'est d'abord, en fait, c'est des cours intensifs. Genre, en un mois, on apprend au moins 4-5 métiers qui sont indispensables à l'entrepreneuriat. On apprend comment, comme tu as dit, comment prendre la parole. Moi, je n'étais pas super à l'aise. Je faisais plein de conférences ou d'interventions dans mon métier d'avant. Mais c'est vrai que quand le projet nous appartient, en fait, en quelque sorte, moi, je le voyais comme ça. En fait, je pensais que ça me reflétait. Donc, si je voyais, en fait, des retours négatifs dans le public, ça me déstabilisait. Et donc, pour surmonter, en fait, cette étape, c'était... on avait un collaborateur, Guillaume, qui avait une sonnette, qui nous faisait pitcher toutes les 5 minutes. Et c'est vrai que c'était stressant au début pour moi aussi de pitcher à chaque fois, à chaque intervention. Surtout pour moi, en fait, il y avait une deuxième barrière, c'était la langue. Donc, je voulais absolument éviter de me tromper, de faire sur les articles, c'était compliqué. Et donc, et aussi, je pense qu'il y avait un très grand atout chez Incubateur et c'est son réseau au sens général, mais c'est ce réseau de mentors que Incubateur a réuni, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup profité en fait du réseau local. Les mentors sont vraiment des gens, c'est des anges en fait. Moi, j'ai appris tellement de choses à ces mentors que avec certains en fait, on a passé en prestation après parce que ils connaissent le projet dès le début. Ils nous apportent de l'aide, ils nous apportent du conseil et ils nous évitent des erreurs qui peuvent coûter très cher. Et quand on est au tout début, en fait, c'est hyper important. Pas forcément très cher en argent, c'est financièrement, mais en temps aussi. Donc, même l'équipe incubateur, en fait, quand je suis venue présenter le projet, en fait, le projet était complètement autre chose. Ils m'ont forcé, en fait, l'équipe me forçait à pivoter plusieurs fois. Et c'est vrai que je les remercie maintenant parce que c'est d'une partie, en fait, grâce à l'équipe incubateur qu'on est là où on est aujourd'hui. On n'est pas des tortionnaires, hein, quand même. On le fait
en construction. Oui, oui, oui. Ouais. Bien sûr. Mais je pense que c'était l'élément accélérant en fait de mon parcours, c'était l'incubateur. Et c'est vrai que j'avais beaucoup cherché pour un incubateur parce que là où j'étais avant, j'étais pas très contente de l'accompagnement. Et quand je suis venue ici présenter le projet à l'équipe, je me suis dit c'est trop dommage que je ne les ai pas trouvés avant, j'aurais gagné au moins 1 an et demi de ma vie. Donc, c'est hyper, hyper important. Le milieu, la terre est aussi important que la crème. Elle fait même des métaphores en lien avec sa boîte, ça c'est génial quand même. Non, mais et aussi, moi je rajouterais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, la récurrence, l'obligation des coachings hebdo, etc. Et qui fait que du coup, on est obligé de. Et puis le rapport qu'on doit faire sur tout ce qu'on a fait avancer, du coup, il faut faire avancer, quoi. Voilà. Oui, parce que ça évite l'écueil de quand on est tout seul et que finalement on a le nez dans le guidon et on n'arrive pas à prendre de recul et parfois on se décourage et on arrête aussi pendant un moment parce qu'on se dit faut que je fasse Oui, il y a des moments fragiles. Hein. Oui. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des moments là. Oui, oui. Ça me... Non, non, puis il y a des trucs qu'on redoute. Moi, par exemple, la prospection commerciale, les premiers appels et tout. C'est Laurent du coup, qui était là avant. Maintenant, t'appelles, tu vas, tu vas voir une école, tu fais un rendez-vous. Ok, c'est bon, je le fais, obligé. Mais en fait, si j'avais pas fait chez moi, je l'aurais pas fait. Je serais restée toute seule devant mon ordi. Donc, et puis le fait aussi de se rendre au bureau, c'est tout bête, mais ça donne un rythme, un rythme de travail, de prendre des alternants, de prendre des stagiaires, ça devient une vraie entreprise. Donc, Anita, on a parlé des mentors et vous, ça vous a apporté quoi justement parce que donc incubateur, on est une structure d'incubation, mais surtout donc avec un réseau national, avec d'autres bureaux. On a aussi tout un réseau de mentors dont on vous fait bénéficier une fois que vous rentrez dans le process incubateur. Et vous, donc, ça vous a apporté quoi? Quel rôle vous avez vu avec pour ce mentor? alors moi, pareil, j'ai plutôt profité au niveau local et au cours des ateliers, etc. C'est un bon moyen, on a un peu toutes les thématiques, donc ça permet qu'on se pose une question sur le légal, sur le comptable, sur le design, enfin, il y a tout. Donc c'est un accompagnement en plus sur tous les sujets, en plus de celui qu'on peut avoir sur le plateau. Donc, après, j'ai pas eu de relation comme toi, je pense, assez étroite avec des mentors pour en parler, mais voilà, quand on a besoin, on a l'annuaire, on se connecte, on voit, on sélectionne le domaine dont on a besoin. Et voilà, c'était toujours du réseau hyper important, avec Sud-Ouest aussi. Moi, je sais que Jeanne, coucou Jeanne, qui s'occupe de toute la partie digitale, elle a des discussions assez récurrentes avec des spécialistes du tech. Et après, oui, moi j'étais plutôt sur les ateliers. Et le truc qui est génial, c'est que de pouvoir les voir en différé aussi. Parce que franchement, moi je passe des journées entières actuellement à écrire, parce qu'un site c'est rempli d'infos. Donc j'écris 10 heures par jour. Du coup, je m'isole, j'ai une méthode de travail, c'est-à-dire je ne suis pas obligée d'aller au bureau pour le faire, mais c'est dur, quoi. C'est vraiment. Et du coup, je vais plutôt voir les ateliers en différé. Voilà, mais comme on a des rôles bien déterminés, bien définis dans l'équipe des associés, en fait, chacun va puiser. Puis après, il y a des choses qu'on voit ensemble, mais chacun puise dans le registre qui lui convient, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant sur le plan technique. Même si dans l'équipe de mes associés, là, ils sont hyper bons, mais il n'empêche qu'ils confrontent des idées, ils échangent des trucs. Enfin, voilà, je sais que c'est. Après, ce qui est complexe, c'est à la fois incubateur, ça donne un peu le sentiment d'être. Pour moi, ça me redonne le sentiment d'être un peu en cours. Et en même temps, on est chef d'entreprise, on n'est pas étudiant, quoi. Donc, c'est un truc assez complexe à. Oui, après, ça vous aide juste pour la mise en œuvre, en fait, et la structuration. Et alors, d'autres sujets, mais en tant que femme, est-ce que justement, au-delà de l'accompagnement d'incubateur, est-ce que vous avez bénéficié aussi d'initiatives vraiment spécifiques aux femmes? Alors, on parlait, il y a les premières qui est un incubateur, mais
peut-être d'autres événements, d'autres réseaux. Il y a Femmes Entreprendre, il y a plein de choses. Est-ce que, enfin, Leslie, toi, tu disais que tu étais dans Orange. Chez Orange, ouais. C'est un programme qui s'appelle Femmes Entrepreneuses qui lance chaque année, il me semble, dans les grandes régions. Alors après, là, c'est vraiment un soutien de visibilité. En fait, je crois que j'avais postulé avec une vidéo, un truc comme ça. Et ensuite, sur 6 mois, il y a des conférences organisées, quasi que par des femmes, d'ailleurs, je crois. Alors là, il n'y a pas eu beaucoup d'événements, mais sinon, des événements, plus de visibilité auprès des partenaires Orange. Donc, ouais, après, j'ai pas eu d'autres. Je suis dans le réseau Actionnel aussi. Mais j'ai pas encore beaucoup participé aux réunions qui étaient surtout en visio. Mais je sais que y a le concours Boss aussi. Je crois que c'est pas toi qui as Oui, participé. c'est moi, j'ai participé. Oui, tu fais des initiatives. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. On sait plus ce qu'on fait, en fait. On a tellement de trucs au bout d'un moment, là. Non, mais moi, c'est un peu tôt encore. C'est-à-dire, c'est des réseaux que je connais bien, mais c'est un peu tôt. Il faut lancer faut lancer la plateforme pour solliciter les gens. Et comme on est à 15 jours du lancement, voilà quoi. Et après, par contre, j'espère que la sororité se mettra en route, quoi. Ou alors, au-delà de bénéficier d'initiatives, est-ce que finalement, être une femme vous a été un avantage et vous avez été mis en avant particulièrement dans des choses qui ne sont pas forcément réservées aux femmes, mais qui fait que ça vous a donné un petit avantage concurrentiel par rapport à d'autres entrepreneurs? En tout cas, moi, j'ai l'impression aussi, avec le fait d'être étudiant, entrepreneur et d'être une femme, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Il y a plein de podcasts qui se lancent pour mettre en avant les femmes entrepreneurs, les étudiants. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir eu quand même une visibilité par rapport à ce statut. Je sais pas. C'est-à-dire, on est si peu de femmes, en fait, que, à mon avis, si on réussit bien, je pense qu'à un moment, ça servira. Voilà. Oui, dans des événements, vous n'avez pas été sollicité pour pitcher plutôt ou pour présenter votre projet plus que finalement, vous avez eu un petit avantage ou plus de sollicitations? Pas bien. Si, quand même, mais. Si, quand même. En tout cas, moi, oui, j'ai l'impression d'avoir eu accès à plus de choses en étant une femme. Ouais. Et d'être parfois peut-être plus mise en avant dans des concours. Par exemple, j'ai fait un concours à Station F qui réunissait des étudiants entrepreneurs. Je crois qu'on était 2 ou 3 filles sur 15 mecs. Donc, voilà, c'est souvent les jurys le relever. Oui, ça peut être de la discrimination positive, comme tu dis, ça reste de la discrimination, mais voilà. Oui, je pense on voit bien, la semaine dernière, il y avait le Forbes spécial femmes, etc. Donc, je pense qu'il y a une petite conscience là qui se met en place et que du coup, ça peut être chouette pour nous, quoi. Mais bon, il n'empêche qu'il faut réussir. Ouais. Le premier truc, c'est d'abord ça. Non, c'est plus de la mise en avant que voilà. le côté. La mise en avant, ouais, voilà. D'accord. C'est pas très positif. Oui, non, mais quand tu as réussi, après, les portes s'ouvrent. Mais il faut réussir. Est-ce que vous avez des petites choses à ajouter par rapport à votre parcours ou en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que. Une question, c'est que Ouais, est-ce qu'il y a des choses, des types aides, programmes, initiatives ou même des dangers que vous avez rencontrés et que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer? Vous êtes prévenu en fait que vous auriez su ces choses-là avant de tomber dedans. Ah oui, moi, il y a un truc qui m'a vraiment agacée. Alors moi, j'ai beaucoup fréquenté les entrepreneurs. Je ne l'étais pas, mais j'ai beaucoup, y compris amené des startups au Canada, etc., fait participer à des programmes. Et moi, j'avais pas. C'est ce que je disais juste avant. Il faut réussir. C'est-à-dire, au moment où on a commencé à travailler, je pensais qu'on serait vraiment aidé financièrement. Je pensais qu'il y avait vraiment des programmes. Mais en fait, il y a des programmes quand on a commencé à réussir. Et ça, pour moi, si je l'avais
Parce que là, j'étais stupéfaite, en fait, quand on m'a dit: «Ah non, mais vous avez déjà des clients. Ah, mais ça y est, vous êtes en version 1, mais si, mais là, et c'est là que vous pourrez bénéficier d'un prêt à taux zéro, et cetera». Alors là, j'étais stupéfaite. Je me suis dit: «Bah, en fait, voilà, il faut démarrer et réussir pour pouvoir, et je pensais pas vraiment ça. Ça m'avait C'est complètement, peut-être pour ça que c'est le premier risque dont vous avez parlé, Ben, même si effectivement c'est non, mais le risque, cette évaluation financière ouais, il y a le risque personnel dont on parlait tout à l'heure, mais il y a le risque. pour l'entreprise. Et moi dans mon parcours, j'ai une chance folle, c'est que mes associés sont hyper bons et que comme on a mis des compétences ensemble, on a réussi à faire émerger le truc sans se ruiner. Et franchement, ça pour moi, qu'on me dise: «Ah oui, c'est super, c'est une belle idée, OK, formidable, mais non, rendez-vous l'année prochaine quand vous aurez des clients», là, j'avoue que ça m'a sidérée et que j'ai trouvé que c'était vraiment, dur, quoi. Sur le côté financement, c'est un peu, je dérive du sujet principal, mais c'est vrai que sur le côté financement, il y a toute une storytelling dans les médias. Tel Oui, c'est startup ça. a levé 4 milliards d'euros, l'autre Oui. a levé 6 milliards d'euros. Et nous, en fait, on va toquer Oui. chez les organismes publics pour un premier financement. Les tickets sont beaucoup plus bas, en fait. Et que, voilà, en fait, effectivement. Mais c'est vrai que moi, je, je, je remercie la région et BPI, en fait. Moi, j'ai pu bénéficier de la subvention avant même qu'on ait vraiment une réussite ou une validation commerciale conséquente. Donc, il y a des fonds, mais effectivement, mais je voulais te dire que si tu savais qu'il y aurait des difficultés en termes d'accès aux fonds, Tu l'aurais pas fait. peut-être que tu l'aurais pas fait. Donc c'est bien, c'est pas mieux de le toujours savoir. ouais, Un peu d'inconscience de oui, laisser, on oui, sait c'est pas on y toujours va. bien de savoir en fait ce qui nous Ouais. attend parce que de toute façon, il y a plein d'obstacles et on va perdre du temps, ça m'arrive au moins, je sais pas combien, j'ai pas compté, mais de temps en temps, ça m'arrive de vraiment craquer, pleurer et de dire en fait non, je vais jamais réussir et que non, en fait, on va jamais avoir, on sera jamais assez bon. Et c'est vrai, en fait, à chaque stade, on n'est pas assez bon apparemment pour le stade prochain. Donc, ça prend du temps. C'est beaucoup plus lent que ce qu'on pense. On entend telle startup a lancé son application. En une soirée, ils ont eu 15 000 users et nous, on est en train de supplier user par user qui se rajoute à notre plateforme, je ne sais pas, toutes les 3 semaines. C'est lent, c'est beaucoup la réalité différente que ce qu'on entend et on lit dans les médias, surtout autour de l'entrepreneuriat, parce que c'est un parcours difficile, mais c'est pas grave parce qu'il y a plein de bonnes choses. C'est comme, j'ai pas d'enfants, mais apparemment, ceux qui ont des enfants, il y a 99% de problèmes, mais il y a apparemment des petits moments de bonheur qui vont. C'est le 1% Non. qui prend le pas sur les 99. Exactement. Non, c'est plus que ça. Je sais pas, j'ai pas d'enfant. Sinon, Mais, je pense que l'humanité aurait disparu. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a une distorsion. Parce que en fait, on te dit, ben moi, par exemple, quand j'ai montré mon projet qui était à haut niveau, mon premier deck, en fait, puis que tu entends, j'écoute les émissions sur l'écho, Start-upper qui dit, ah oui, non, mais de toute façon, faut pas se lancer dans la V1, faut remporter le partenariat sur le deck. Moi, j'ai été coachée par un ami qui est spécialiste de ça à Paris qui m'a dit, ah non, mais maintenant, tu vas aller dans tel ministère, tel truc, il faut que tu sortes avec 250 000 euros, etc. Non, mais après, c'est une blague, quoi. C'est une blague. C'est-à-dire, ben non, les gens, ils vous disent, ton idée, elle est super, mais moi, je veux voir le MVP. Après, ben c'est ça, c'est le step d'après, le MVP. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est super, mais alors, dis-moi, tu as combien de clients? T'as combien de users? Mais qu'est-ce qu'ils disent en fait de ton projet? Que c'est super, mais dans l'entreprise, c'est utilisé comment, etc. Bon, en fait, faire valider sur un deck, ben, c'est parce que vous avez vendu 3 startups des millions, quoi. Et là, OK, on dit, ah bah oui, toi, on te connaît, on te voit dans la presse tous les matins, sur ton deck, on te dit OK.
Mais là, c'est dans la vraie vie, c'est vraiment des petites fourmis et du travail comme ça. Alors après, c'est vrai qu'on rêve toujours de dire, bah, à un moment, ça va se lever, quoi. En tout cas, on a 1 an pour que ça se lève. Mais c'est vrai que c'est complexe, quoi. C'est vraiment, voilà, si on avait su ça, ben, je sais pas, peut-être qu'on s'y serait pris autrement. Ou, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a un gap entre tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend. Enfin, peut-être c'est des gens aussi qui ont réussi et qui se rappellent plus Du début. Oui. du Ils début. sont Alors, passés par la MJP aussi, voilà, mais ils se vous rappellent pas. disent, moi je suis coachée par une fille que j'adore, enfin coachée dans mes marraines là. Il y en a 12, alors elle me donne tous leurs conseils. Et il y en a une qui est à la tête d'une start-up énorme, qui a levé 2 fois, qui a levé une fois 2 millions, une fois 7 millions. Elle a été incubée à Palo Alto, c'est vraiment une fille, une jeune femme hein, qui est incroyable. Et avec tous les trucs qu'on connaît, nous, à un moment on flippe, à un moment on n'a pas confiance, on se dit qu'on va tout larguer, qu'on n'y arrivera jamais, enfin bref. Et c'est vrai qu'elle, après, quand on refait son histoire, elle est peut-être à la 7e année sur son projet. Alors, ok, elle a levé, elle a fait tout ça, et là, elle est sur un énorme truc, et il faut relever encore, mais bon, elle a des investisseurs qui la soutiennent et tout, mais je me rappelle quand elle est partie à Palo Alto, quoi, où c'était horrible en fait. Elle a été incubée dans un truc horrible. Mais bon, elle est sortie avec une start-up qui tient et qui est vraiment un super projet, mais qui s'appelle In Memory. Je ne sais pas si vous connaissez. Et elle, c'est une bordelaise qui s'appelle Clémentine Piazza. Elle est extraordinaire et elle donne la patate. C'est vrai qu'elle donne la patate, mais c'est vrai que quand elle parle de tout ça, on se dit ah, t'es loin. Hein. T'es loin du truc. Hein. C'est vrai qu'après, sur ce parcours financement, nous, on vous accompagne aussi. Donc, quand vous intégrez l'incubateur, il y a un financement. Et après, bah, si tout va bien, les levées de fonds aussi, parce qu'on a un réseau de VC, donc on présente les startups à ce réseau-là, des investisseurs. Donc, mais ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que nous, on vous met en contact, on vous accompagne. En revanche, le boulot, c'est vous qui le faites. Hein. Dans tous les cas, on n'est pas là pour le faire à votre place. Donc, c'est vous qui irez pitcher, c'est vous qui irez convaincre les VC. On vous offre, par contre, tout le réseau et tous nos contacts pour justement arriver à lever des fonds. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas. Alors, des fois, les startups, je vais développer un truc, sinon je vais être racheté, c'est bon. Voilà, donc c'est pas ça. C'est un parcours qui est beaucoup plus long. Voilà, ça se construit. Et je pense qu'effectivement, mais c'est bien de dire qu'il y a, il y a une réalité qui est là et qui fait que malgré tout, c'est enthousiasmant et motivant aussi, même la difficulté finalement. Oui, c'est vrai. Mais j'ai un doute si on doit le dire vraiment ou pas, parce que si on suit la logique de Florence Foresti, si on dit à l'humanité comme c'est difficile la grossesse et tout va s'arrêter. Donc, non, c'est le financement, c'est facile. Vous venez, il y a 1 million qui vous attend. Non, mais cela dit, c'est vrai que l'histoire de l'incubateur, parce que moi, j'ai rencontré l'ancien directeur de cet incubateur, Laurent, mais parce que je le connaissais de 20 ans, de start-up, de boîte, etc. Et moi, je voulais juste lui demander un conseil. Puis j'ai commencé à lui présenter mon truc. Et alors il me dit, il faut te faire incuber. Alors je lui dis, mais quoi? Alors pourquoi? Mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Je lui dis, mais qu'est-ce que ça va me rapporter d'être incubé? Il me dit, déjà de l'argent dans ton capital. Alors là, j'étais hallucinée. Et puis ici, ça, machin. Et après, c'est vrai que j'imagine que d'avoir un apport financier, c'est un peu, quoi. Déjà, ça aide. Oui, c'est un levier qui va vous permettre d'accéder à d'autres, etc. Donc, c'est intéressant. Vertueux aussi. Mais en tout cas, c'est une compétence qui est très importante pour un ou une chef d'entreprise. Si on ne maîtrise pas en fait ce sujet-là, l'entreprise est vouée à l'échec. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est de l'entraînement. C'est pas grave si on pitch devant des fonds d'investissement qui nous prennent absolument pas au sérieux les premières fois, qui nous disent non, vous n'êtes pas au stade de levée de fonds, ou d'autres organismes qui proposent en fait des dispositifs de financement. C'est pas grave, c'est de l'entraînement.
les finances d'une entreprise, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner et un jour, on sera super puissante. Très jolie phrase. Ouais. Est-ce que parmi vous, il y a des projets, des futures entrepreneuses Des questions. et du coup qui auraient envie de poser des questions justement sur le retour d'expérience d'Anita, Leslie et Marion? Moi, j'ai une question. Du coup, votre roadmap, vous la dessinez comment? Parce que quand vous levez des fonds ou quand vous partez en levée de fonds, il faut avoir une roadmap qui définit. Parce que du coup, quand vous avez de l'argent, par exemple, qui arrive dans votre poche pour du coup vous aider à développer votre structure, est-ce que vous savez déjà où vous voulez amener la boîte, quels vont être les next steps? Et parce que tout ça, ça doit du coup s'anticiper, j'imagine. Mais du coup, comment on s'organise pour ça, en fait, On ne vous donne pas l'argent sans que vous ayez un roadmap de toute façon. Ouais. Et le roadmap, ça sera challengé, mais extrêmement fort avant que. Il faut savoir que à la décharge de tous les investisseurs, tous les organismes qui donnent des financements, malgré tout, c'est de l'argent, que ce soit l'argent public, c'est l'argent du contribuable, que ce soit l'argent privé, c'est l'argent de quelqu'un. Donc, il faut qu'ils aient confiance dans notre vision pour mettre leur argent, même si c'est un millionnaire et qui veut, je ne sais pas, comment dire, défiscaliser, c'est pas pour autant que son argent, pour lui, ça n'a pas de valeur. Donc, c'est extrêmement important, en fait, qu'on ait une vision claire. Mais ça se construit, en fait, ça vient étape par étape. Hein. Une fois qu'on vient presque naturellement l'évolution en fait de ce qu'on veut proposer et aussi il faut toujours rester très proche de sa cible, de son marché, de toujours garder les échanges. L'étude de marché, c'est pas uniquement pour la phase de démarrage. L'étude de marché, c'est pour toute la durée de l'entreprise. Donc, et ça vient comme ça. Mais effectivement, oui, il faut avoir un roadmap d'abord et c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de recherche. Il faut être très studieux, dans notre cas, pour avoir la confiance d'un investisseur ou d'un fonds d'investissement ou d'un financeur. Mais je pense que c'est marrant l'histoire de la roadmap parce que nous, par exemple, on l'avait écrite il y a 8 mois, un truc comme ça, ou un an. On avait une roadmap hyper précise qu'on a explosée carrément. Et après, on re-rentre dans un tunnel où les choses sont floues, un peu floues. C'est-à-dire, on va faire des pas, des tout petits pas. Et puis, je pense qu'à un moment, on est de nouveau en capacité d'écrire une roadmap. Mais nous, par exemple, là, la question, c'est on démarre. Quelles sont les premières actions et est-ce qu'on a onboardé tous les mails? Est-ce que tout ce qu'on a construit, c'est OK? Et puis tout d'un coup, on dit ah merde, on n'a pas écrit les conditions générales. Donc moi, je passe 24 heures à écrire des conditions générales. C'est quand même un truc de ouf, ça. Et je ne pensais pas que ça m'arriverait dans ma vie. Où on a un doc commercial, mais il n'y a pas les bonnes, le devis n'est pas complet, enfin, etc. Donc, bon, là, la roadmap, elle fait. L'aventure, elle est pas du tout linéaire. En plus, je pense que vous pouvez le dire, c'est peut-être le projet avec lequel vous êtes rentré en incubation dans le programme Incastart. À mon avis, ce n'est pas du tout le même. C'est ça aussi, c'est ce qu'on essaie de vous apporter. C'est-à-dire, alors nous, ce qu'on évalue quand on commence à se mettre en contact avec les startups, c'est d'une part le projet, mais c'est surtout en fait le porteur du projet. C'est-à-dire, on sait très bien que votre idée de départ, ce sera certainement pas celle que vous allez développer par la suite. En revanche, nous, ce qu'on va vraiment évaluer, c'est votre capacité à porter votre vision et un projet, même si c'est pas tout à fait le même que celui initialement. Et après, alors la roadmap, ça va être par rapport à votre segmentation marché, par rapport ce qu'on appelle le MVP, c'est les fonctionnalités initiales pour vraiment vérifier la valeur de votre proposition. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez mieux connaître votre cible, vous allez enrichir ce MVP, passer à une V1 avec des nouvelles fonctionnalités qui vont répondre. En fait, cette roadmap, vous allez évoluer avec ça. C'est-à-dire que plus vous allez avancer, plus vous allez apporter
de fonctionnalités, et plus finalement votre roadmap elle va se dessiner avec des nouvelles cibles, des nouvelles choses que vous allez pouvoir apporter à votre projet. Donc il y a pas de, c'est pas une ligne droite, hein, ça Non, certainement c'est pas. évolutif. Et voilà, et ça va être des itérations en fait. Quand on est dans plutôt une mindset startup, c'est de l'itératif. C'est-à-dire qu'on part avec quelque chose, on transforme, ça devient quelque chose d'autre, on avance. C'est des sprints, Mais- quoi. Ouais, exactement. Mais de toute façon, on marche un peu comme ça. Mais du coup, en fait, vous parlez enfin là, c'est vraiment autour de la start-up, etc. Mais par exemple, moi, je suis en train de monter mon entreprise, mais c'est pas considéré vraiment comme une start-up puisque il n'y a pas une réelle innovation, on va dire technologique ou numérique. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que pour les entreprises un peu comme la mienne, il y a moins d'aide. Donc, je vois beaucoup de choses autour des startups et un soutien justement pour, voilà, il y a des incubateurs, etc. C'est vrai que pour des entreprises qui se lancent, qui n'ont pas forcément ce côté innovation, enfin, moi je trouve, enfin, à moins que vous en connaissiez, et là du coup je serais super curieuse de savoir, mais j'ai pas forcément ce genre d'aide et de soutien que pourraient apporter des incubateurs justement. Alors, je vais juste parler pour incubateur, effectivement, on ne va pas accompagner une entreprise, je dirais, classique PME. La startup, c'est qu'il peut y avoir un scale-up où, en fait, le concept de base peut vraiment s'adresser à gérer une cible assez importante, et on sait qu'on va vraiment monter en volume et en attractivité. Voilà, si effectivement... C'est souvent un produit en fait finalement. Ouais, voilà, alors, il n'y a pas forcément un caractère innovation technologique, hein, ça peut être plutôt de l'innovation d'usage. Voilà. Mais effectivement, c'est parce que j'ai entendu que c'était plus finalement une agence de freelance. C'est comme un collectif de freelance dans la communication. Donc voilà, après, effectivement, sauf à monter un nouveau concept d'agence qui après pourrait se diffuser au-delà de l'agence locale, et qui, voilà, là, ce serait quelque chose qui pourrait rentrer dans l'incubation. Mais après, on peut aussi discuter parce que peut-être qu'il y a un concept à développer derrière votre concept initial. Donc ça, voilà, il n'y a pas de fermeture là-dessus. Mais effectivement, typiquement, je pense que vous allez être plus dans des financements, je dirais, classiques pour les entreprises, de TPE, PME, donc avec la CCI, avec la région, hein, finance beaucoup les petites entreprises. Oui, mais en fait, même en dehors de financièrement, c'était plus l'accompagnement, voilà, de la structuration. Les premières, c'est pas aussi. Non, mais le type couveuse, enfin type oui, bon, après il y a à les la pépinières base ou d'entreprise, BGE, Ouais. des trucs comme ça. La CCI. Oui, la Structure plus CCI classique. aide beaucoup sur la structuration, les côtés administratifs. Effectivement, en fait, les aides sont là parce qu'une start-up n'a pas défini son marché, donc elle a besoin en fait d'amorcer certains coûts pour pouvoir valider oui ou non. En fait, il y a une réelle demande en fait pour sa proposition. Mais les entreprises classiques, en fait, vous savez qu'il y a une demande. En fait, il y aura pas de surprise. Il y aura toujours un client qui acceptera en fait de payer votre prestation. Donc c'est ça en fait. Les aides, leur objectif, c'est ça. Puis les aides, elles vont dans la partie IT, quoi. Le dev de la plateforme, en fait. Tout ce qui rentre comme argent, ça va aller sur la puissance de la plateforme. Donc, du coup, c'est un peu différent. Nous, c'est vraiment important parce que si on a des sous, on peut augmenter les contenus. Parce que, en fait, c'est ça qui va faire qu'on aura une Ferrari, c'est que toutes les femmes puissent accéder à des centaines de milliers de contenus. Nous, on va commencer avec 50 vidéos. C'est déjà beaucoup, c'est un travail colossal d'écriture, etc. Mais pour nous, il faut que ça grandisse très, très fort, quoi. Et en matière d'impact sur les femmes, il faudrait vraiment que ça aille même sur le plan national, puis toute la francophonie. Pour nous, ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, il faut qu'on monte très fort pour que ça tienne. Sinon, on fera un petit truc, les gens diront, bon, super, j'ai appris vachement, mais bon, là, je suis lassée, c'est bon. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à faire cette montée forte. C'est pour ça qu'on est là, quoi. C'est pour avoir cette capacité à évoluer d'une façon très importante. Puis aussi, ça correspond à un gros marché, c'est-à-dire le fait de la pandémie.
ça a fait basculer la formation dans le distanciel de façon évidente. Et par ailleurs, le marché de la formation dans le monde, c'est 37 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment, on sait qu'aujourd'hui, on a besoin de monter en puissance, d'apprendre des choses qui soient du domaine des soft skills ou autres, etc. Donc, nous, il faut qu'on grandisse d'un coup. Sinon, on sait enfin, moi, je pense pas qu'on puisse se déployer si on monte pas des steps très vite, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment l'oisillon qui saute du nid et il faut qu'il vole direct, sinon le produit ouais, s'écrase. c'est ça, quoi. Bon, après, peut-être qu'on peut démarrer lentement, etc. Mais on ne peut pas se dire qu'on va, par exemple, vendre notre concept à L'Oréal et qu'au bout de 2 mois, il n'y a plus de contenu. Et les femmes disent, ben, c'était super, mais bon, c'est short, quoi. Donc, ça nous impose d'apporter des contenus toutes les semaines. Nous, on a dit 2 fois par mois, mais même 2 fois par mois, on dit c'est light. Très importante. Ben, quand on sait à quel point ce que ça nous coûte à chaque fois, ben, faut qu'on lève des fonds vite pour ça, quoi. Et puis, du coup, développer la plateforme, parce que qui dit 1000 ou 2000 femmes qui rentrent, nous, c'est assez bas, les prix, c'est très bas, donc ça apportera pas énormément à chaque fois. Mais après, qui dit que la plateforme grossit, dit d'autres investissements IT, quoi. Recrutement derrière. Oui, tout Pour ça, staffer ouais, parce que aussi là, moi, et je ne vais pour pas pouvoir écrire maintenir la toute ma plateforme. vie, démarcher, écrire, tout ça. Je n'en peux plus, là. Non, mais c'est sûr que ça nécessitera, enfin, dans nos plus grands rêves, ça nécessitera d'augmenter la taille de toute la partie prod, parce qu'aujourd'hui, on fait tous les tournages à 4, etc. Bon, voilà, parce que c'est vraiment super quali, les tournages, parce qu'on voulait vraiment que les femmes aient un produit génial, pas un truc à la 6-4-2 devant un mur et tout, mais vraiment quelque chose qui les emporte, qui les fasse rêver un peu et qu'elles aient envie d'adhérer. Donc il y a toute la partie prod, la partie rédaction, puis le dev, ça tout le monde connaît ici. Voilà, donc l'argent ben, qu'il faut lever, c'est pour ça, quoi. Sinon, alors c'est vrai qu'il y a des modèles géniaux qui marchent tout seuls, genre Airbnb, tout ça, mais c'est déjà fait. Voilà, donc nous, Mais au début, ça n'a pas marché Ouais, au tout début, seul. ça va. oui, Voilà. non, mais on est dans le labeur de... La Placard, je pense que pendant 6 ou 7 ans, ils étaient les... En fait, c'est au bout de 6-7 ans que ça a pris, donc il faut s'armer. Mais même avec patience. Amazon, pendant 15 ans, ils étaient en levée de fonds et ils n'étaient pas rentables. Alors que pourtant, c'était déjà une, ouais, une marketplace qui était énorme. Et je pense que si on a... la question, c'est cette question de l'amorçage qui est vraiment complexe, quoi. Mais si on a commencé à amorcer, là, je pense qu'on doit un peu sortir la tête de l'eau. Il y a beaucoup de boulot, mais on voit de nouveau la lumière, voilà, on voit qu'on sort du truc. Et ça, je pense, c'est important quand on arrive à ce stade-là, quoi, à dire même, voilà, pour les personnes que j'ai suivies, des amis qui ont levé des fonds, etc. Ça, c'est aussi important d'être entouré de gens qui parlent de la même chose, un peu parfois on rencontre d'autres gens, ça nous permet de reposer un peu le cerveau, c'est un peu la machine de guerre après, mais aussi de partager comme ça, et pour moi, d'avoir des gens qui ont monté des steps, bon, ça me permet de garder la foi déjà, et de me dire ah oui, ça, j'y ai pas pensé, ok, ça, c'est comme ci, comme ça. Mais bon, après, je pense que on peut enfin sortir de. Enfin, je sais pas si toi, c'est comme ça. Bon, vous êtes plus avancés que moi toutes les deux, mais c'est bien un moment si on sort des trucs très, très rébarbatifs, très contenus, très. Voilà, pour voir la lumière, pour dire, bah tiens, j'ai du temps maintenant pour partager mon idée avec les autres, pour le faire grimper comme ça, quoi. Pas être que dans le moteur en train de bidouiller. Et ça, je pense, ça va être un moment assez jouissif, j'imagine. Oui, c'est clair. Vous vous associez équipe entrepreneuriat, est-ce qu'il y a un statut particulier? Et est-ce que tu auras un conseil à donner justement à des étudiants qui voudraient se lancer pour un peu? Alors, au niveau de l'organisation, donc moi, c'était une formation en alternance.
Donc, je me suis mise en alternance dans ma propre entreprise, sachant qu'on ne peut pas être alternant, donc on est en stage alterné dans sa propre entreprise, mais ça, c'est quelque chose que les écoles normalement acceptent plutôt. Donc, déjà, mon conseil, ce serait de privilégier une formation en alternance pour pouvoir continuer ses études et en même temps pas perdre, continuer à monter sa boîte et pas perdre le fil des études. Et ensuite, au niveau de mon conseil, ce serait ce que j'ai fait, bon, qui s'est pas super bien terminé parce que du coup, j'ai eu un premier associé avec qui finalement ça s'est fini, mais ce serait de s'associer avec quelqu'un qui a des compétences complémentaires. Pas forcément choisir quelqu'un à l'école ou une amie, mais plutôt privilégier aller chercher quelqu'un d'une autre école ou pas, ou qui a plus d'expérience, mais en tout cas qui a des compétences complémentaires aux nôtres. Voilà, et pour l'organisation, le statut alternant, ou alors si on ne peut pas, parce que c'est quand même financièrement, ça veut dire que pendant 2 ans, on se ferme l'alternance qui te paye les frais de scolarité et qui te paye chaque mois. Donc ça, il faut être capable de le faire. Mais sinon, je pense que c'est aussi compatible avec une activité à côté. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai privilégié la formation d'alternance. Je peux me permettre de rebondir. Du coup, moi, je suis chargée d'accompagnement pour le PPTK. Donc, en fait, on accompagne les étudiants entrepreneurs pour répondre peut-être à la personne qui est en visio. Oui, du coup, en fait, on peut postuler au statut national étudiant entrepreneur, quelle que soit la formation, à partir du moment où on est dans un établissement, qu'on a le bac et plus de 18 ans. Et en fait, ça va permettre d'avoir un accompagnement individualisé pour travailler. Évidemment pas aussi intensivement que dans un incubateur, mais au moins pour travailler son business model et avoir déjà quelques clés, accès à des ateliers collectifs avec des partenaires de l'écosystème local. Donc ça peut être déjà une première voie pour commencer à travailler son projet, et ça peut permettre aussi de substituer son stage suivant les études qu'on fait pour pouvoir travailler sur sa propre entreprise. Donc ça peut être un premier pas déjà pour se lancer sur son activité. Et ensuite, nous, on pourra faire la mise en lien avec les incubateurs suivant le projet, ou lancer son projet directement si effectivement on n'est pas sur des projets startup ou autres. On accompagne tout type de projet. Il ne faut pas hésiter à demander. Oui, moi je ne connaissais pas ce statut Voilà, avant j'ai trop regretté après, donc c'est vrai que mais je ne le connaissais pas, et comme j'avais déjà lancé la plateforme avant d'entrer chez un cas, même c'était juste la création d'un site internet, et après c'était trop tard pour y rentrer, mais donc effectivement si on peut s'y prendre le plus tôt possible, le statut PEPI c'est hyper cool pour les étudiants. Et après, pour les doctorants et les docteurs qui justement rentrent dans une démarche entrepreneuriale, il y a aussi des concours spécifiques de BPI, like PhD, qui permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance. Et après, il y a des incubateurs à l'université, dans les écoles aussi, qui peuvent être les premiers accompagnants, les premières steps. Et après, on peut aussi basculer dans un autre incubateur à la suite, en fait, quand on a terminé ses études. De route. Et même pour aller chercher de l'argent, il y a plein de concours étudiants pour les étudiants. Alors là, je ne les ai pas en tête. Mais, nous, il y a le concours Pépite, déjà, notamment, où ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. Donc, pour démarrer, un petit peu de visibilité, vu que les gagnants vont au ministère, etc. Ça pourrait être un peu. Et puis, on essaie de relayer effectivement tous les concours, les appels à projets qui peuvent intéresser les étudiants. D'autres questions? Go. On va profiter du café et des chocolatines pour discuter. En tous les cas, merci à toutes d'être venues en présentiel, et puis pour celles, peut-être ceux qui nous suivent à distance. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse bordeaux@incubateur.com, ou sur le site internet, vous trouverez de toute façon nos coordonnées pour nous joindre. Et donc n'hésitez pas à venir à nous téléphoner. Et puis je vais remercier nos 3 start-upeuses d'être intervenues ce matin et d'avoir partagé leur expérience, Leur passion. et leur passion.
est-ce que tu peux trouver des trucs? Oui. Mais du coup, parler sur le oui, non, mais désolée, mais... Bah ouais.